La justice restaurative, on pense tous et toutes en avoir une idée parce qu'on a vu le film Je verrai toujours vos visages. On est ému, on se dit que c'est un outil formidable ou que c'est complètement utopiste. Un point de vigilance ici, l'action du film se déroule dans le cadre pénal, donc loin de notre quotidien enseignant. Pourtant, il y a tout un champ à explorer dans la société civile pour envisager le lien, le communautaire, d'une manière à nous apporter un regard renouvelé sur nos communautés éducatives. Alors pour cette exploration, je reçois Éric Verdier et Max Tunming, auteurs du livre Mettre en œuvre la justice restaurative en milieu éducatif. Bienvenue à vous deux. Bonjour. Merci, bonjour. Alors pour nous mettre en jambes, j'aimerais bien que vous nous disiez, vous nous partagiez le moment où vous avez rencontré dans votre vie la justice restaurative. Alors, je vais démarrer. En fait, je pense pas qu'il y a un moment. Je crois que ce principe de justice restaurative, il est, heu, il est lié à quelque chose qui est constitutif à ce que nous sommes, je pense Éric et moi et en tout cas pour ma part, ça a pris du sens, après, la rencontre avec Éric, suite à un conflit avec un élève, qui s'était retrouvé dans une situation, très inconfortable où il se faisait, embêter dans les toilettes. Et moi, ça m'avait mis particulièrement en colère et je me souviens qu'intuitivement, j'avais organisé une rencontre entre les auteurs, victimes, témoins, pour dire, ce qu'on en pensait et après en avoir parlé à Eric qui était venu au préalable faire une formation sentinelle et référent dans le collège. Du coup, quand je lui ai décrit la situation, il me dit: «Ouais, mais c'est intéressant, ce que tu as fait, est-ce que tu peux pas me l'écrire?» Donc il a Euh, commencé un petit peu à c'est là que notre collaboration a commencé à naître et à être productive parce qu'il m'a un peu poussé dans mes retranchements en me demandant de l'écrire pour qu'il puisse théoriser là-dessus et donc ça a pris plein de noms. Au départ, on a appelé ça la cérémonie du grand pardon, ou je ne sais quoi, enfin bref, Ah ouais, vous parce êtes allé loin. ouais, voilà, parce qu'on savait pas trop comment l'appeler, Euh, mais en fait, globalement, il s'agissait d'interpeller tout le monde, sur, le fait que, voilà, c'était pas normal et qu'il y avait probablement, moyen de faire autrement que de punir ou de sanctionner et de s'interroger sur, pourquoi on en était arrivé là et qu'est-ce qu'on pouvait, mettre en œuvre pour, restaurer les liens entre les uns et les autres. Super, merci Max. Éric. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Max. Peut-être que ce que je peux dire, au préalable, c'est que, je l'ai d'abord rencontré en creux. C'est-à-dire que je pense que je fais partie des très nombreuses personnes qui en ont manqué cruellement, dans leur vie personnelle. Je pense qu'on est très, très nombreux dans ce cas-là. D'où le choc émotionnel, quand j'étais voir le film, hein, que beaucoup de gens ont vu. Où une de mes collègues m'avait dit, «Oh écoute, c'est un film un petit peu type documentaire, c'est intéressant mais c'est assez neutre, il y a pas beaucoup d'émotions». À un moment donné, je me suis retourné, la salle intégralement pleurait. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois une salle entière de cinéma pleurer. Donc je pense que voilà, pour commencer, j'ai envie de dire ça. Après, avant de rencontrer le mot, parce que je dirais que pendant très, très longtemps, je me suis dit, «Bah, justice restaurative, c'est le pénal, donc c'est pas ce terme-là qu'on doit utiliser». Mais si vraiment on revient sur le sens de ce que c'est, je rejoins complètement Max. Peut-être que la vraie rencontre, c'est la rencontre avec, entre guillemets, ce qu'on appelle le communautaire, on va en reparler. C'est-à-dire tout ce qui permet, de casser les rapports de domination qui sont toujours là, implicitement, de plein de façons différentes et pas uniquement ce qu'on croit, étant, bah, voilà, c'est ça un rapport de domination, il y en a plein qui sont pas nommés et à partir du moment où un espace de dialogue se rétablit entre des personnes, qui ne peuvent plus se parler parce que, bah, il y a eu blessure, il y a eu violence, il y a la justice restaurative. OK, on va continuer à tirer le fil de ce film. Ce film, il se passe dans l enfin, dans le milieu carcéral, enfin dans le milieu pénal, pardon. On voit des victimes, des auteurs face à face. À l'école, on parle pas de crime. Alors c'est quoi la justice restaurative appliquée à une salle de classe, à un établissement? Bah, déjà, moi, ce que je voudrais dire, c'est que nous, on a une problématique de temporalité et aussi, liée au fait qu'auteurs, victimes potentielles, sont tous au même endroit. Bon, ça, c'est déjà le préambule et qu'en plus, on est, impliqué souvent en tant qu'auteur. Parfois, hein, on peut faire des erreurs en disant des choses qui peuvent être inappropriées et qui peuvent, mettre le feu aux poudres.
On peut se retrouver, victime, hein. Il y a des professeurs qui se font, allez, excusez-moi le terme, mais bordéliser en classe et ou alors témoins de violences, qu'on n'arrive pas à comment dire? À identifier et à résoudre. Donc ça, c'est la première re difficulté. Ensuite, la temporalité, c'est que comme on fait nous, on joue tous les rôles. C'est-à-dire que, heu, voilà, on va avoir des gens qui vont être victimes, on va nous demander, de faire, l'enquête, de faire, potentiellement, les interrogatoires, la garde à vue, juge d'instruction, puis après, mettre, les gens en prison ou les exclure. Donc on a tous les rôles. Bon ça déjà, c'est le préambule. Je pense aussi qu'on souffre du fait d'individualiser la problématique en disant: «Il y a un auteur, il y a une victime». Il y a un chercheur là qui s'est intéressé à notre travail qui s'appelle Erwan Dieu et qui a mis, des mots, assez intéressants sur notre travail en disant qu'en fait, finalement, c'est pas quand on parle et notamment d'harcèlement scolaire ou de violence, on a tendance à individualiser un auteur et une victime alors qu'en fait, c'est une problématique liée à un système. Et donc nous, on a la chance à l'école d'avoir les témoins. Donc on a auteur, victime et témoin et les témoins, en savent toujours, beaucoup plus qu'on ne le pense et ont un rôle, souvent bien plus important qu'on ne l'imagine. On pourrait souvent parler, quand en termes de responsabilité, de non-assistance à personne en danger, mais aussi, vous savez, quand, souvent, on en veut davantage à quelqu'un qui aurait pu faire quelque chose pour vous et qui n'est pas intervenu. Donc quand vous retrouvez, victime, d'une violence et que personne n'intervient, bah, des fois on peut devenir, fou et pour le coup, la violence peut se retourner contre, soi ou contre les autres et donc il s'agit bien d'un système. Et ce que j'entends là, Max, c'est que finalement, on a la chance dans nos établissements d'avoir, le système à portée de main. C'est Alors ça. que, et donc du coup un formidable terreau pour, Oui. Oui, oui, construire, oui. une communauté, On saine, j'ai envie de dire, oui, alors on a cette suffisamment saine. on a cette, chance-là a priori. Mmh. Mais reste, encore à construire cette communauté. Quand on parle de Oui, tout à fait. communautaire, et ben, il y a un moment donné, vous savez, face à une situation de violence, si vous êtes le seul à avoir endossé la paire de Ouais. lunettes qui vous permet de voir que celui qu'on vous avait présenté comme auteur n'est finalement pas tant auteur que ça, mais réagit à une violence que personne n'avait vue, il peut non seulement y avoir, non-assistance à personne en danger, on peut parler aussi d'erreur judiciaire et du coup, on peut renforcer une problématique et tout le monde va mal à l'arrivée. Ouais, tout à fait. Donc ça Mmh. ça nécessite malgré tout d'apprendre ensemble à chausser les mêmes lunettes pour éviter de déplacer le problème et que certains adultes se retrouvent boucs émissaires et notamment, bah, là, moi, dans ma position, de chef d'établissement, par exemple, où, je peux, me retrouver sous la pression, d'une partie d'une équipe à Ouais. décider d'un conseil de discipline envers quelqu'un qui ne le mérite pas. Mmh, OK. Hem, Éric, vous voulez ajouter quelque chose? Ouais, je sens, Bah, il a en envie fait, d'ajouter un truc. Ouais. non, mais c'est juste qu'il a Il tout dit, donc je me dis: «Qu'est-ce que je peux ajouter?» Mais Ben moi, j'ai si envie de peut-être vous emmener si Éric, moi, je vous emmènerais bien sur, ce qu'on entend beaucoup et ce qu'on voit beaucoup dans votre ouvrage. Vous parlez de psychologie communautaire et moi, je veux bien qu'on affine ce terme et qu'on en parle parce que Max a parlé, hein, de ce système, mais donc ça s'assortit, j'imagine, d'une psychologie et d'une compréhension de ce système et pour moi, le terme psychologie communautaire, il fait bien référence donc je veux bien que vous nous expliquiez ça. oui, oui, je vais d'ailleurs, pour pouvoir, l'introduire, rebondir aussi sur la question précédente. C'est que, tout à l'heure, quand je disais dans mon histoire personnelle, je l'ai d'abord rencontré en creux, je dirais pareil dans l'établissement scolaire. Il y a très peu d'établissements scolaires où, même si le terme n'est pas utilisé, la justice restaurative se pratique déjà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le besoin, il est considérable, hein et avec Max et tous nos collègues, on le constate, tous les jours, et je pense que c'est aussi pour ça que les ouvrages ont répondu, à un besoin qui était présent. On le rencontre en creux, dans le sens où il y a tout ce qu'il faut pour y aller. Il suffit de pas grand-chose, je pense, hein, évidemment une formation, un accompagnement, des lectures, tout ça, ça va aider bien entendu, hein, sinon on n'aurait pas écrit cet ouvrage et on ne proposerait pas des formations. Mais par contre,
il y a, une intuition, je pense, de la part de beaucoup d'acteurs qu'il y a une question de justice sociale, qui est présente. Alors pourquoi je l'introduis comme ça? Parce que psychologie communautaire, ça rime avec justice sociale. Il n'y a pas de psychologie communautaire véritable sans la question de la justice sociale au centre. Ça, c'est la première notion qui montre qu'il y a une, je dirais, une volonté, militante au sens noble, du psychologue communautaire ou de ceux qui pratiquent la psychologie communautaire, de changer les choses parce qu'il y a quelque part une injustice sociale. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et ben, beaucoup de pays, en francophonie, mais aussi dans les pays anglo-saxons, et je parle même pas des pays à tradition, culturelle, communautaire beaucoup plus forte, hein, où, je pense aux Mahorais par exemple, où c'était, Maoris pardon, où c'était présent depuis très, très longtemps, depuis plusieurs siècles, cette question-là. Il y a pas de communautaire sans justice restaurative, je pense qu'on est un peu en train de l'amener, mais, faire du communautaire, c'est faire de la psychologie communautaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ben, moi, j'ai un 2SS de psychologie un petit peu classique, hein, j'ai un 2SS de psychologie de l'éducation et du développement. On m'a jamais appris ça dans mes études. Et puis une fois, j'ai été à un congrès, à un colloque où j'intervenais, et à la table ronde d'après moi, il y avait quelqu'un qui était à l'époque le président de l'Association française de psychologie communautaire, qui s'appelle Thomas Sayas, qui est parti depuis au Québec parce qu'il en avait marre de ramer, on va dire comme ça. J'espère qu'il m'en voudra pas de le dire comme ça en France. Il dirige maintenant une chaire à la fac de Montréal, je crois que c'est à Montréal, sur la psychologie communautaire justement, parce que là-bas, il y a des diplômes de psychologie communautaire. Donc je pense que, le fait de se dire, comment dire? Les personnes à qui on s'adresse, c'est ce qu'on appelle l'empowerment, les Québécois disent l'empouvoirment. Le fait de se dire que la personne n'est pas prise isolément. Les personnes à qui on s'adresse dans un espace collectif, hein, qu'on dans le meilleur des cas est communautaire, est la première experte et nous sommes que des facilitateurs, c'est déjà faire de la psychologie communautaire. Et c'est aussi une dernière chose, hein, je vais m'arrêter après ça. Hem, je pense que le problème qu'on a en France, et pas que dans le champ de la psychologie, c'est que souvent, on est clivé, c'est-à-dire qu'on a un champ théorique, et dans les études, c'est assez flagrant. C'est pas du tout le cas au Québec, c'est exactement l'inverse. Et du coup, en psychologie communautaire, on n'a pas une théorie. On n'a pas, une façon de dire au réel: «Mais tu vas rentrer dans ma case théorique, oui». C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a pas il y a plein de champs théoriques, c'est avant tout un champ pratique, pragmatique, éthique et philosophique, comme on le voit dans la justice restaurative. Et finalement, on fait feu de tout bois à partir du moment où on applique ces principes, ben, 2 ou 3 que j'ai nommés. Ouais, moi je voudrais réagir justement par rapport à ça. Je voudrais vous donner un exemple. Là, je crois que les mots structurent la pensée. Alors je vais prendre des précautions. On parle de compétences psychosociales. Bon, c'est un exemple, qui moi, me permet de mieux comprendre ce qu'est la psychologie communautaire. Compétences psychosociales, on considère, quand on le met dans cet ordre-là, que le psycho, heu, est avant le social. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il vaudrait mieux, parler, de compétences sociales psycho. Pourquoi? Parce que, souvent, on a tendance à considérer, d'ailleurs, on parle, beaucoup en ce moment de santé mentale, que quand il y a une problématique, ça ne relèverait que de l'individu. Alors que nous restons persuadés qu'en dehors de l'aspect pathologique, schizophrénie ou bref, toutes les pathologies, Et quand bien voilà, même et quand bien et même. oui, et quand bien même, et ça, on pourra en discuter Mmh. après, et je parle notamment quand il y a, des, heu, des drames, beh, il allait pas bien, hein, ça vient de lui. Nous, ce qu'on considère, c'est que le psycho découle du social. C'est-à-dire que, l'état de l'être, et puisque nous sommes des êtres profondément, sociaux, notre état mental découle en général de, relations, sociales soit dégradées, soit, optimales. Donc quand je me sens bien dans mon espace social, je vais plutôt bien, et pour le coup, le communautaire, avant de parler de psychologie communautaire, c'est l'acceptation inconditionnelle des différences, et comme on souffre aussi beaucoup de la mauvaise utilisation des mots, comme beaucoup de gens, dès qu'ils disent communautaire, confondent avec communautarisme. Éric m'a appris, puisque c'est mon maître Yoda, Éric, non mais, ce que tu as dit est essentiel. Le communautarisme, c'est l'échec du communautaire. Donc, il faut le voir à l'inverse. Le communautarisme, ça serait, finalement, essayer de voir ce qui me rapproche de l'autre,
pour, me mettre avec lui, pour mieux finalement exclure, tous ceux qui ne me ressemblent pas, alors que le communautaire, c'est l'acceptation inconditionnelle des différences, comme je le disais. Donc, du coup, s'intéresser à la psychologie communautaire, c'est d'abord s'intéresser à la santé d'un collectif qui aura été agrégé autour de règles, non excluantes ou incluantes enfin qui vont inclure. Voilà. Et donc ça, du coup, c'est ce qu'on pourrait, nommer comme étant, je dirais, la philosophie et la vision de l'humain qu'il y a derrière ou qui sous-tend la justice restaurative? Mais oui, parce que vous voyez bien le biais, c'est-à-dire que, par exemple, je vais, avoir un groupe qui est globalement malade par rapport à ses normes. Voilà, on va dire que un groupe qui fonctionne pas bien, bon, on va faire la météo de l'humeur, on va faire, tout un Ouais. tas d'activités qui vont permettre à chacun d'exprimer ce qu'il ressent. Bon, colère, bon bref, on le voit à plein d'endroits et pour autant, je retourne dans le groupe dans lequel je n'ai pas changé les normes où les violences continuent. Il y a quand même Eh il y a quand même une incohérence. Donc on va chercher à voir comment individuellement chacun va, sans s'occuper, du social. Alors que c'est, en général, les règles c'est pas en général, moi je crois que c'est même quasiment tout le temps, en dehors de, comme je le disais, de la pathologie, ce sont, les règles inhérentes au groupe qui sont la plupart du temps invisibles, qui engendrent mon état psychique. Et puis, si je peux compléter, si vous permettez Nathalie, au-delà des termes, moi je me suis intéressé à d'autres approches dans d'autres champs et on a parlé du champ de la santé mentale tout à l'heure, Max, tu l'as fait. Il y a, une approche qui est en train de révolutionner la psychiatrie au niveau mondial qui vient de Finlande, qui s'appelle l'open dialogue. C'est la justice restaurative sur la question de la santé mentale, c'est la justice restaurative en milieu psychiatrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je pense qu'il y a une transformation, il y a un changement de paradigme, je pense, qui se produit dans plein de domaines avec d'autres termes que les nôtres, mais finalement la philosophie reste la même. D'abord parce qu'on retrouve la dimension horizontale et communautaire entre professionnels, personnes concernées, familles, et cetera. On a ça et on a un objectif premier, c'est le seul finalement, rétablir un dialogue lorsqu'il a été rompu et je trouve ça important de le dire. Nous, on a choisi justice restaurative, pourquoi? Bah, parce qu'en fait, le sentiment d'injustice, c'est la priorité sur laquelle on va essayer d'agir, pour tout le monde. Et que donc on nous dit: «Oui, mais vous pourquoi vous utilisez le terme de justice? On est, ça appartient à la justice». Bah, le terme de justice appartient pas à la justice, c'est quoi ce non, délire? tout à fait. Ouais, Le Il est dans sentiment le de tout à fait. justice dictionnaire déjà. voilà et Ouais, puis le sentiment de justice et le sentiment ouais, d'injustice, ouais. il appartient à tout un Mmh. chacun. C'est une démarche Mmh. citoyenne dont il s'agit. Mmh. Donc c'est Et profondément fondamental humaine. et Enfin, profondément c'est humaine, donc ouais, c'est ouais, très important ouais. de le revendiquer. Mmh. Ce qui me, on est très focalisé, d sur tout ce qui est, actes de violence, harcèlement sur l'acteur principal, et comment cette vision de la justice restaurative, cette vision du communautaire permet de changer de regard sur cette logique-là, de trouver la personne responsable et d'ouvrir. Voilà, Alors comment on fait le switch? alors déjà, je crois qu'on ne peut pas dire la personne responsable, parce que ça, c'est à nouveau individualisé. Je crois que c'est lié toujours à un contexte et à un système et notre difficulté, c'est uniquement de dire: «Tiens, il y a un méchant et un gentil». Donc là, on n'y arrive pas. D'abord, c'est, ce qu'on dit à chaque fois et que j'appelle moi la lecture du plan. C'est-à-dire que quand il y a une histoire qui vous arrive, au-delà de mener une enquête ou ainsi de suite, ça c'est d'essayer de comprendre pourquoi on en arrive là et qui est qui. Et moi, j'ai plein d'exemples, dans, l'établissement, que je dirige, et ou que j'ai dirigé, ou, des collègues qui viennent nous raconter des histoires où on s'est trompé, où on a cru que l'auteur était l'auteur alors qu'en réalité, il était victime de quelque chose et qu'il agissait en réaction à. Et donc quand une communauté est en capacité d'avoir cette même paire de lunettes qui permet de dire: «Mais non, en fait, mais non, on s'est planté». Heu, j'ai l'exemple il y a très longtemps, dans un collège en Île-de-France, d'un gamin qui passe en conseil de discipline parce qu'il a, attrapé par le cou, un gamin de sa classe et il a essayé de l'étrangler pour le balancer par la fenêtre. Je veux dire, logique. C'est-à-dire si j'ai que ce moment-là, évidemment conseil de discipline. Il y a eu, tentative de défenestration, je veux dire tout le monde est choqué, auteur-victime, c'est très binaire, on voit tout de suite. Sauf que quand on arrive au conseil de discipline, on a,
des élèves, qui sont un peu plus, rebelles que d'autres et qui là, osent dire: «Oui, mais en même temps, ça fait quand même, un petit moment que, il est traité différemment des autres». «Ah bon? Mais comment?» «Mais parce que, bon voilà, on le traite de PD», alors j'utilise les termes exactement comme c'est dit en classe et que ce jour-là, ça fait des mois, des semaines, des années qu'il est embêté par rapport à ça et que là, il y a quelqu'un qui a jeté un stylo par terre en l'insultant, en lui disant d'aller ramasser ça et comme vous savez, souvent, on parle, je le dis de façon un peu passionnée, on parle de signaux faibles. Mais les signaux faibles, ils sont pour les gens qui n'ont pas envie de voir. Pour celui qui se fait traiter de PD tous les jours, c'est pas un signal faible. Et donc, à ce moment-là, quand le stylo il tombe et que l'autre lui dit va ramasser, espèce de petit PD, et ben à ce moment-là, lui, il voit rouge. Et donc, et ben, il en peut plus parce que personne n'a rien vu. Et, ou en tout cas, personne, enfin, beaucoup n'ont pas voulu voir que là, c'était quelque chose qui était anormal. Et que donc, si on en revenait à ce qu'on disait sur les compétences psychosociales et qu'on lui permet juste de dire je suis en colère et qu'on change pas la norme du groupe qui est quand même liée à de l'homophobie, et ben qu'est-ce qu'on a? On a quand même quelqu'un qui reste avec la main coincée dans la porte, avec un sparadrap, on lui a juste autorisé à décoller, le sparadrap de la bouche. Et en fait, c'est rigolo parce qu'à chaque fois, on fait dans le même ordre, mais c'est un peu comme ça qu'on travaille habituellement. Donc en fait, il y a un concept qu'on utilise beaucoup, que j'ai découvert à peu près au même moment, que j'ai découvert que finalement je faisais plus de psychologie communautaire que la psychologie qu'on m'avait appris, c'est le terme de normopathie. En fait, pourquoi est-ce que c'est une erreur de se focaliser sur l'auteur? Un peu moins de se focaliser sur la victime, mais finalement, on est face à 2 symptômes d'une problématique globale qui est, comme, Max l'a expliqué, le fait qu'à un moment donné, quelque chose devient pathologique dans les normes et en particulier dans ce qui n'est pas nommé, dans les normes implicites, dans ce qui s'impose comme ça à tous et à toutes, sans qu'on le questionne, sauf pour ceux qui en sont exclus. Et finalement, il y a 2 personnes qui en sont exclues. Ça paraît paradoxal ce que je suis en train de dire pour l'auteur, mais ça en fait partie également. Il n'a pas choisi par hasard, heu, d'avoir un comportement que nous on qualifie de pervers parfois avec la personne qui est victime, parce que lui ou elle est aussi dans une posture, où il n'appartient pas véritablement à cette norme. Donc travailler sur la normopathie, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que finalement, et ça fait référence à une de mes expériences, quand j'ai travaillé à la Ligue française pour la santé mentale, où finalement le programme Sentinelle et référent a pu voir le jour. C'est que j'ai découvert qu'en victimologie, la non-intervention des tiers est pire que l'agression elle-même. Et bien, finalement, c'est ça qu'on va chercher à rétablir. Le fait on en veut plus après un long parcours de rétablissement. Ça ne veut pas dire qu'on a pardonné à l'auteur, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, hein. Parfois l'auteur, on veut même plus en entendre parler. Mais par contre, que tous ceux et toutes celles qui sont pas intervenus ou qu'on fait pire parfois de leur intervention aient pu faire ça sans qu'il n'y ait jamais rien qui se soit passé derrière justement pour restaurer, ça c'est absolument intolérable, j'entends souvent: «Ça je leur pardonnerai jamais». Et dernière chose, qui va dans le sens de tout ce qu'on est en train de dire, c'est pour cette raison que les adultes et pas uniquement les parents, tous les adultes qui entourent les jeunes, ce sont pas simplement des spectateurs de tout ça, ce sont des véritables acteurs. Ils sont un des nœuds du problème et on ne pourra pas, sans dimension communautaire où tout le monde finalement est mis sur un pied d'égalité, résoudre la fameuse violence des jeunes. Ce terme, il est aussi complètement aberrant. Il s'agit de la violence et du déni de violence, donc du déni de souffrance dans nos établissements scolaires. Les adultes sont des véritables acteurs dans tous les endroits et dans la problématique et dans la résolution. Ce qui me questionne là dans ce que j'entends, c'est que, heu, vous parlez de symptômes, donc aujourd'hui en 2026, pourquoi notre société, notre communautaire de façon globale, choisit finalement de plutôt pointer le doigt, sur, des auteurs et des agresseurs, comme ça ils sont bien nommés, plutôt que de qu'est-ce qui nous freine à nous attaquer, au Bah, système? moi, C'est je vais vous une question vaste, hein, mais non, non, mais moi, on n'arrête pas d'en parler. Moi, je vais vous dire, il y a une question de fainéantise intellectuelle. C'est-à-dire que, soit on décide de couper la corde et vous voyez, il y a des nœuds dans une corde, soit on prend du temps pour essayer de défaire les nœuds et essayer de comprendre et comme, j'aime bien, cette phrase de Malraux qui disait, «Juger, c'est manifestement ne pas comprendre, car si on comprenait, on ne pourrait pas juger». Il s'agit aussi de ça, c'est-à-dire que,
En réalité, si on commence à essayer de comprendre pourquoi et comment, d'abord, on rentre dans une question beaucoup plus, enfin, qui est liée à l'humanité, mais c'est pas en 2026, enfin, c'est une question de l'être humain. C'est-à-dire que depuis que l'homme est homme, je parle, et j'intègre, la femme dedans, même si à un moment donné, d'un point de vue purement, social, la femme a été, est exclue, de la question puisqu'il s'agit, d'un truc de mec, hein, voilà, et ben, en réalité, on simplifie, hein. Le bon, le mal, le bien, les méchants, ça a toujours été ça. Dans les films, américains, voilà, il y a toujours, un homme blanc, qui vient sauver la planète et donc on a écouté un podcast d'Amandine Gay qui parle de ça et qui est, formidable là-dessus donc voilà, en 2026, on est aussi feignant qu'au Moyen Âge et donc vous savez, moi, j'essaie de lutter aussi contre quelque chose qui simplifie, c'est-à-dire, la j'entends parfois dans certaines conférences, bon, on est là, la lutte contre le harcèlement. Déjà, c'est morceler le problème. Le harcèlement, ça n'est qu'une toute petite partie de toutes les violences, premièrement et quand j'entends des gens qui disent: «Bon, on est là pour arrêter le harcèlement», alors on va se calmer, ça ne s'arrêtera jamais. Ça a toujours existé, ça existera toujours. L'idée de tout ça, c'est, finalement de les minimiser quand on peut et heu et nous, on s'occupe du après. Parce que quand on est que sur la sanction, le bien, le mal, le méchant, puis la punition, c'est on s'occupe de ce qui s'est passé avant. Mais là, nous, l'intérêt de la justice restaurative, c'est de s'intéresser aux liens entre les uns et les autres et de s'intéresser au après. C'est-à-dire, comprendre pourquoi, restaurer, des liens, si on peut le faire, c'est, permettre à quelqu'un de revenir, au groupe et de soigner, ce qui se passe entre les uns et les autres et aussi permettre à l'auteur de revenir et d'être aussi considéré. Et puis je pense qu'il y a une deuxième, il y a une dimension, intellectuelle comme tu le dis. Je pense qu'il y a une dimension, aussi émotionnelle et en termes de vécu. De vécu de quoi? Et ben d'absence de vécu de réparation, d'une blessure groupale par un autre groupe qu'on appelle une communauté. C'est-à-dire que en France en particulier, je pense que c'est moins le cas chez les Maoris, on n'a pas cette expérience-là. On n'y croit pas et ni les jeunes ni les adultes n'y croient parce que tout simplement ils l'ont jamais vécu. C'est terrible de se dire que et ça c'est vraiment très, très, je pense, non seulement, sociétal, mais c'est pas que actuel, hein. Je pense que c'est quelque chose qui a aussi à voir avec l'histoire de notre pays, de certains pays, occidentaux. C'est qu'on a perdu, alors qu'elle a probablement existé quand même par le passé, une dimension communautaire qui faisait que le groupe était là, avec de la solidarité pour réparer, ce qui avait été, généré finalement par la société, donc par un groupe. Et moi, ce que je constate, c'est que, et les jeunes et les adultes qu'on accompagne, au début, c'est un défi. Il y a une transformation, je dirais de regard porté sur soi et sur l'autre, mais tant qu'on n'y croit pas, tant qu'on ne sait pas que ça existe, hein, et ben, on va c'est plus facile de désigner l'autre en disant: «C'est à cause de lui». Ben non, c'est à cause du groupe. Mais tu as pas une expérience de réparation, donc il vaut mieux pas dire que ça vient du groupe puisque tu sais pas comment on fait pour réparer. Ce qui a été blessé par un groupe peut et doit être réparé par une communauté, c'est fondamental. Ce que j'entends dans chacune de vos interventions, c'est il y a quelque chose, alors je vais utiliser un terme qui est peut-être pas le bon. On est dans une, culture, très élitiste où, on estime qu'il y a des gens qui savent et d'autres qui ne savent pas et du coup et sur un pays très centralisé, il y a des gens qui savent nous administrer, qui savent, rendre justice pour nous et nous, citoyens lambda, on n'a pas on se on ne se sent pas légitimité à avoir pouvoir là-dessus et je trouve qu'il y a dans ce que j'entends de la justice restaurative, il y a un renversement. C'est-à-dire que on est tous à égalité et on a tous pouvoir sur, l'endroit où on est, la communauté où on est, à, à faire vivre cette communauté, à la réparer si elle a été blessée. Et d'ailleurs, moi, enfin, on en parle beaucoup dans notre ouvrage. Il y a quelque chose qu'on ne s'autorise pas, dans nos métiers parce qu'on a, je pense à tort, peur, d'être bousculé. C'est que
dans ces expériences de justice restaurative, il est nécessaire aussi de donner un peu de soi, c'est-à-dire, dire, ce Ouais. qu'on ressent et de partager aussi certaines de ces expériences et dire à quels endroits on a été blessé. Ouais. Moi, je sais que parce que du coup, c'est ce qui rend aussi, les choses, plus humaines, pour tout le monde et je sais que maintenant, c'est comme ça que je l'analyse et il a fallu un deuxième ouvrage pour vraiment le valider. C'est que la multiplication de ces cercles, la m et le fait d'y participer, à chaque fois, j'ai l'impression, moi aussi, en aidant, en étant un facilitateur de réparation, j'ai le sentiment que moi-même, je me répare. Ouais, ouais. C'est oui, je veux bien imaginer. Rien qu'à vous entendre, ça m'émeut, en fait. Je me dis: «Il doit se pas» enfin, c'est, OK. Hem, à ce stade, j'aimerais bien qu'on passe, à des illustrations, à du concret pour faire entendre, et peut-être illustrer, ce que ça fait en vrai dans le vécu, même si, ça ne sera, que votre discours et qu'on ne l'aura pas vécu nous-mêmes. Mais, voilà, concrètement, heu, on fait le pari du dialogue, du communautaire et ça se passe comment? C'est quoi les ingrédients d'une justice restaurative? Bah, les ingrédients d'abord, c'est oh, vas-y, vas-y. Je vais Et changer la donne, je vais démarrer. vas-y. Ouais, Nous, allez. en général, ce qu'on dit avec Max, c'est que, il y a 3 étapes. Il y a 3 étapes qui sont nécessaires. Il y a une première étape, et tout ça, ça se fait au travers d'un vécu, comme on vient de le dire, là, mais comme finalement, on le dit en filigrane depuis le début. Il faut du temps, il y a une temporalité, il y a un espace commun, une temporalité pour vivre ensemble une aventure, qui est aussi une aventure émotionnelle, qui est aussi une aventure de transformation de soi. Moi, quand je vis une formation où on est resté uniquement dans le registre intellectuel ou technique, je m'ennuie. En fait, il y a quelque chose qui agit, qui fait que, on peut dire à chaque fois qu'on grandit ensemble, c'est pas une formule, hein. Il y a quelque chose qui se passe aussi pour ceux qui sont facilitateurs. Donc la première étape, c'est, ce que Max appelait la lecture du plan, qui est de comprendre qu'il y a partout du phénomène de bouc émissaire tel que nous on le définit. On a défini d'une façon un peu particulière le phénomène de bouc émissaire. Nous, on pense que dès qu'un groupe commence à dysfonctionner, il fabrique du bouc émissaire. Et qu'est-ce que c'est que du bouc émissaire? C'est celui, celle, ceux qui sont pas inclus. C'est-à-dire qui sont pas tout à fait, légitimes à faire partie du groupe. Et ça va être signifié de plein de façons différentes. Évidemment, ça peut aller jusqu'aux violences, aux discriminations, au harcèlement, la phobie scolaire, enfin tout ce que vous voulez, mais le point de départ, c'est ça. Donc si on n'a pas déjà une compréhension, un langage commun pour analyser le réel, ça va être compliqué de mettre en place des outils. Et la deuxième étape, c'est vivre ensemble une expérience communautaire. Le vivre. Donc évidemment, ça passe par des outils, mais ça peut passer par des temps partagés, où on va, faire en sorte de justement de toucher du doigt, de le vivre véritablement. Oui, c'est possible. C'est possible de casser les rapports de domination. Quand on a adapté le programme santé et les référents en prison pour mineurs, hein, ça remonte à quelques années, je suis en train de vous dire, hein. Il a fallu 2 ans pour le préparer et le challenge, c'était entre jeunes détenus, surveillants, éducateurs, soignants, enseignants et ministres du culte, hein, qu'on constitue vraiment une communauté. On y est arrivé. On y est arrivé en 4 jours à chaque fois, mais le pari, c'était: «C'est pas possible. Là, vous rêvez en couleur» et ensuite, on peut véritablement mettre en place des outils de justice restaurative parce que le terreau, c'est les 2 étapes que je viens de vous donner. Je pense que Max, tu vas compléter avec un exemple concret, je pense. Je te passe la parole. Bah oui, c'est-à-dire que, on souffre, beaucoup, vous savez, de l'étanchéité. C'est-à-dire que dans nos métiers, on a tendance à recevoir les uns et les autres dans des bureaux, des alcôves fermées et puis, bah, à l'arrivée, on n'en parle pas, aux uns et aux autres. On essaie de garder, une part de confidentialité et puis on s'en sort pas et on n'arrive pas à se mettre à la place des uns et des autres. Souvent, je dis qu'on n'apprend pas à nager en dehors de la piscine, on est obligé d'aller dans l'eau et donc le cercle restauratif, c'est vivre ensemble. Moi, j'ai plein, plein, plein d'exemples. Sur, un des exemples que j'ai en tête, hem, j'ai en tête l'histoire d'un gamin de quatrième d'origine maghrébine, qui qui est assez violent avec les autres. On dit de lui, parce que c'est aussi, ce qui est véhiculé dans les préjugés et l'inconscient collectif. J'utilise des termes comme ça, hein, il est forcément fourbe, vous voyez bien? Il a forcément un couteau dans la poche, parce que du coup, voilà, et il est arabe, lui, il est un petit peu, grassouillet, un peu petit, il est pas très bon en classe
et donc il est même, parfois un peu maladroit, mais bref. Et donc on pense que c'est lui le problème, alors qu'en réalité, c'est la solution. Quand on fait le cercle restauratif tous ensemble, finalement, il est souvent pointé du doigt et à un moment donné, il y a quelqu'un, qui réalise et qui dit: «Mais en fait, moi, j'aimerais pas être, à la place de cet élève». «Ah bon, pourquoi?» Parce que d'abord, il est jamais choisi dans les groupes. «Ah bon? Ben oui, quand, personne veut travailler avec lui». «Bah oui, il travaille mal, il est fourbe, il a un couteau dans la poche», vous voyez? Donc c'est un arabe et il y a pas de modèle autour de lui. Et puis, les langues se délient, et puis il leur a fallu 1 heure et demie, hein, pour, qu'on puisse en parler. Et alors je vous donne les trucs un peu dans le désordre et on va garder l'anonymat, mais en fait, il se passe que ce gamin-là, quand on creuse un peu, il a eu des frères qui sont passés par le collège. Il y a très peu de conseils de discipline dans l'établissement et son frère est un des seuls en 3 ans qui a été exclu du collège. Parce qu'à un moment donné, il était détesté par beaucoup de profs et donc souvent quand il rentre en classe et les élèves le disent, on le compare à ses frères. Et donc, cette comparaison, du coup, lui, il rentre dans le stigmate et voilà. Et donc, les gamins disent: «Ah ouais, mais c'est lui qui se fait attraper», mais souvent, c'est lui qui commence par se faire insulter en classe et donc lui, il répond et ainsi de suite. Et donc, on a affaire à quelqu'un qui est en réaction à des violences qui sont, invisibles, invisibles pour la plupart. Comment ça s'est délié aussi? C'est parce que à l'intérieur du groupe, il y avait pas mal d'adultes, on était 5 adultes et moi, dans ma position, de chef, moi j'ai pu, aussi, partager une expérience personnelle, sur, le fait, que, je souffre d'être comparé à un frère avec lequel je m'entends pas très bien. Et donc, j'ai pu raconter, cette histoire où, sans rentrer dans les détails, j'ai une de mes nièces qui a pas envie de me voir parce qu'elle me compare à son père. Et donc, j'ai pu, dire à quel point ça me faisait souffrir. Et donc, dans un espace, confidentiel, du coup, ça a libéré, une forme de parole, une forme d'émotion et on a pu vivre ensemble parce que c'était pas du fake. On n'est pas là pour faire semblant d'eux, mais moi, ça m'a suscité ça alors que je n'y avais pas pensé. Un autre adulte, ça lui a suscité une histoire un peu personnelle et on a pu avancer et se mettre à la place de ce gamin qui, au départ, on le voyait comme le problème alors qu'en réalité, il est la solution. Comment la résolution, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à la sortie de ce cercle pour ce jeune et Bah, comment ça qu'est-ce qui se alors, transforme très, en très, fait? très simplement, d'abord, on a pris du temps. Mmh. Parce que ça se fait pas, en 1 heure. Et Bien alors sûr. ce qui est important, c'est qu'on s'attend pas à ce qui va se passer. Quand on a démarré, on sait qu'il y a un problème, mais on sait pas ce qui va arriver. Ça, c'est la magie, du truc parce que si on se dit, alors voilà, il y a, cet élève en question d'ailleurs qui a fait un petit peu de la merde, on va le dire. On attend qu'il s'excuse auprès, de Oui, quelqu'un oui, d'autre. d'accord, il y a On va pas être déçu parce d'attente. que ça va Mmh. jamais arriver et en Mmh. l'occurrence, ça n'arrivera pas parce qu'en fait, en réalité, c'est lui qui est victime de la norme du groupe. Donc on n'attend rien, juste le fait de recréer du lien, d'essayer de comprendre. Comment on sait que ça a fonctionné? Bah, c'est que du coup, il y a eu des sourires, c'est que les élèves se sont serrés la main, que du coup, il restait 30 minutes, on les a laissés dans la cour et on les a enfin vus jouer un peu ensemble et que, du coup, OK. dans les cours qui ont suivi, bah, il y a pas mal de choses qui se sont apaisées. Mais on sait qu'on n'est pas des magiciens et on sait que ça va revenir. Donc comme un vélo, il va falloir regonfler les pneus parce que du coup, les normes, elles sont dures à combattre. Et quand on allume sa télé, on continue à entendre que les noirs et les arabes, c'est le Bien problème. sûr. Tout à fait. OK. Alors peut-être pour compléter comme toujours, hein, on va garder le duo, de comiques troupiers. Heu, en fait, moi ce que je voudrais dire, pour compléter ce que tu dis Max, hein, la première chose c'est que, je pense qu'une des erreurs qui est fait, même si beaucoup de personnes le pratiquent sans le savoir, le communautaire, la justice restaurative, hein, il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit qui le pratiquent sans le savoir. Donc c'est important de mettre des mots sur ce qu'on fait déjà, hein. Quand on a un insight en disant: «Bah, finalement, c'est ce que je fais», c'est génial parce que ça veut dire que du coup, on a appris peut-être non seulement à pouvoir mettre des mots dessus, mais donc à pouvoir communiquer et transmettre et peut-être aussi améliorer ce qu'on fait. Donc ça, c'est la première chose. Mais par contre, ce que je voudrais dire, c'est que, pour ceux qui ne le pratiquent pas sans le savoir, qui sont quand même aussi, nombreux, peut-être un peu plus nombreux d'ailleurs et qui sont en demande, en attente de ça, qui ont un manque de ça, il ne s'agit pas de prendre un outil et de dire: «Voilà, on va faire cet outil-là et ça va marcher». Ça, c'est, je pense, une des premières erreurs.
Il y a une phrase qui m'interpelle beaucoup à la fin du film «Je verrai toujours vos visages». C'est une des phrases de conclusion, désolé pour le spoil, où un des personnages qui a formé, et qui accompagne, les acteurs qui animent, hein, dans le film, qui animent les cercles restauratifs, dit: «La justice restaurative, c'est pas de la magie, c'est du travail». Oui, c'est vrai. Oui, c'est du travail, c'est vrai et en même temps, ça non plus, ça suffit pas. Très souvent, on nous dit: «Vous êtes des passionnés». Mais je pense que c'est ça qui fait que ça devient passionnant à un moment donné, c'est que les personnes et on est très nombreux dans ce cas-là, nous on appelle ça les rebelles, les personnes qui s'investissent avec oui, c'est du travail, oui, il y a des méthodes, oui, il y a des conditions, hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire là, mais il y a aussi une passion. Je me rends compte que et c'est vrai pour beaucoup de métiers de l'humain finalement, hein, je me rends compte que finalement ce qui fait qu'à un moment donné, ça fonctionne, même si, au départ lu sur le papier, on se dit: «Bon, bah, finalement c'est pas si compliqué le truc». C'est qu'on y met beaucoup de soi, qu'on va être amené parfois à parler de soi, comme tu le dis Max. Il y a des choses très concrètes qui vont se passer et qui fait qu'on ne se rend pas forcément compte, on l'a pas prévu, mais tout le cœur qu'on y met, toute l'énergie qu'on y met, une sorte de foi laïque si vous voulez, où on est investi à fond, fait que ça fonctionne. On peut pas se planter, on peut pas faire pire de toute façon. OK, Enfin ça de si, en fait excuse-moi là, excuse-moi, on peut faire pire parce que certains peuvent utiliser l'outil et le détourner. Parce que moi ah j'ai oui, des exemples, Ouais, mmh. vous savez avec une pelle on peut creuser et planter des arbres, mais on peut creuser des tombes. Moi je pense à quelqu'un, j'ai je sur une m'adresse pas à formation ceux-là. C'est pas à oui ceux-là que je voilà, parle. oui bien sûr, mais je pense à j'ai en tête, hem une CPE qui a, voulu mettre ça en place parce qu'elle a compris qu'en fait la parole se libérait. Heu, elle a fait en sorte que la parole se libère pour aller voir ensuite le chef d'établissement en lui disant: «Ça y est, maintenant je sais qui a fait quoi et je vous demande de sanctionner». Hem Ouais, et OK. donc voilà, donc Ouais, vous tout à voyez, fait. on Oui, peut D'où ce faire oui, tout et oui, oui, oui. n'importe quoi. d'où ce travail préalable sur les postures, Oui, parce que quand on travaille sur la compréhension du modèle avec les 4 postures, hein, je vais pas le faire là, mais voilà, faut lire les bouquins pour comprendre. D'abord, la première chose à faire, c'est de voir dans quelle posture je suis et si je me rends pas compte que moi-même je suis dans une posture problématique, évidemment, ça risque de se retourner aussi contre moi au final. Bah, merci Eric, vous gagnez un point de transition parce que c'est On là est où j'avais bavard. envie d non, 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 mais je vous emmène sur, cette question de la posture, des adultes parce que alors je parle des adultes parce que dans un groupe, en tout cas dans un établissement, l'adulte a habitué est habitué à avoir une position haute, dite haute et je sens dans votre, enfin je sens qu'il y a un changement à avoir, là-dessus et je veux bien que vous nous expliquiez, que vous nous illustriez cette posture à travailler et j'ai envie de dire même en dehors de toute justice restaurative, voilà, être un adulte dans une communauté qu'on veut, suffisamment saine, c'est quoi? Tu y vas Max ou j'y vais? vas-y, vas-y. Mmh. Alors peut-être déjà, hem je pense que c'est illusoire, c'est mon point de vue, hein, mais je pense que c'est illusoire de pouvoir être attentif à quelle posture on a et justement, éventuellement, être amené à la modifier si on est seul adulte face aux jeunes. Pour moi, une communauté, c'est des adultes et des jeunes et quand l'adulte se retrouve tout seul face aux jeunes, soit il tombe, dans le piège, bah, de voilà, de l'asymétrie et il y a vous, il y a moi. Soit il se retrouve, un peu dans une cage avec des lions autour, hein, parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui vivent cette expérience-là. Donc je pense que déjà l'idée c'est compliqué la posture de prof seul face à un groupe. Elle est compliquée cette posture-là et si on n'arrive pas à créer à un endroit, hem, une alliance véritable, d'humain à humain, où on oublie finalement qu'il y a d'un côté, quelqu'un qui a tel blues, hein, et de l'autre, ceux qui finalement n'en ont pas, hein, puisque c'est le rapport de domination implicite, il est souvent dans ce sens-là. Je pense qu'on n'y arrivera pas. Donc ça, c'est la première chose, c'est de créer une communauté avec des adultes et des jeunes, mais OK, une hétérogénéité chez les jeunes, tout le monde le comprend, mais elle est aussi indispensable chez les adultes.
À chaque fois qu'on a, des agents, à chaque fois qu'on a, alors évidemment des parents, des partenaires en dehors de l'établissement, ça va de soi, mais aussi à l'intérieur de l'établissement, la plus grande hétérogénéité possible. Je donne toujours un exemple qui m'a marqué où, en secteur rural, quand on a mis en place Sentinelle et référents, on nous a dit: «Il y a plein de problèmes dans les bus». Eh ben, on va inviter les chauffeurs de bus et on a travaillé avec des chauffeurs de bus. C'est ça qui fait une bascule. Le croisement de regards, ce que tout à l'heure je parlais de l'open dialogue. En open dialogue, on appelle ça la polyphonie, c'est-à-dire, un réseau très hétérogène où on va multiplier les voix et les regards différents. C'est le véritable allié du communautaire, certes, mais c'est ça qu'amène le changement de posture et à s'interroger sur quelque chose sur lequel je me suis jamais interrogé parce que jamais j'étais confronté à ça. Tout à l'heure, je prenais l'exemple de la prison pour mineurs. Pourquoi il a fallu 2 ans pour préparer ça? C'est que le simple fait de dire: «On veut côte côte des surveillants, des éducateurs, des ministres du culte, des soignants et des enseignants, ça se faisait pas et évidemment des jeunes, ça va de soi. Les seules personnes qui ont pas réussi à voir, mais ça c'est lié à l'environnement, de la prison, c'est les familles. Moi j'aurais aimé un peu qu'on puisse voir les familles, mais évidemment c'était trop compliqué pour des raisons de sécurité, donc on n'a pas pu l'obtenir. Mais, l'idée c'est ça. Moi, je rajouterais aussi que le biais, c'est que comme on est, il y a quand même une distorsion liée au fait qu'il y a une asymétrie entre les adultes et les jeunes. Parce que bon, il y a un moment donné, on endosse davantage de responsabilités, bon voilà, si je fais mon papa, je paye les factures, je ramène l'argent à la maison et ainsi de suite. Donc bon, on pourrait le biais, ça serait de considérer qu'on a toujours raison et je pense que du coup, pour être respecté et être, respectable, je pense que du coup, on gagne à donner de soi et de dire sincèrement quand on n'est pas d'accord, quand il y a quelque chose en tant que citoyen qui nous heurte, quand on se trompe aussi. Parce que puisqu'on est à l'école, l'erreur est un élément, constitutif essentiel de la progression. Donc, si on montre qu'on ne se trompe jamais, ben, là pour le coup, c'est compliqué et hem et du coup, il y a un autre truc qui m'interpelle dans ce que tu dis, Éric, avec, les chauffeurs de bus. Toutes les personnes sont importantes dans une communauté. Nous, dans des cercles restauratifs, l'agent d'accueil, le secrétaire, les agents d'entretien, des parents d'élèves, élus ou pas, ont le droit de venir en tant que citoyens parce que, c'est essayer de sortir du clivage. OK, je suis chef d'établissement, mais pas que. L'autre truc aussi qu'on a oublié de dire, c'est que quand on est dans des situations très compliquées et qu'on se retrouve nous-mêmes dans cette triangulation et en difficulté, le fait d'avoir développé une communauté qui va plus loin que le collège, bah, ça me permet parfois de demander de l'aide à des collègues à côté qui viennent nous filer un coup de main, soit sur la lecture du plan, soit pour l'animation d'un cercle. Un collègue qui est juste à côté, il va venir animer le cercle à ma place, parce que moi, je suis très mal placé, puisqu'on va me voir comme celui qui donne les sanctions punitions, et que du coup, on n'y arrive pas. Et le fait de former, un maximum de personnel, c'est aussi la possibilité de ne pas confier, la responsabilité uniquement, par exemple, un truc assez traditionnel au prof principal, le prof principal qui doit faire et la vie de classe et qui mettrait, son slip de super-héros, de Superman qui devrait résoudre tout pour tout le monde. Ça, c'est aussi une norme qui nous met en difficulté. La dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'on n'a pas, on ne conscientise pas le fait que les élèves qui se retrouvent dans un collège n'ont pas le choix que d'être tous ensemble au même endroit et que du coup, ça n'est pas, comment dire? Magique. C'est pas parce qu'on met, heu, 2 élèves côte à côte que ça va bien se passer. Donc la justice restaurative, c'est pas que dans le après, c'est dans le avant. C'est considérer que les liens, ils sont déjà à construire et que souvent ils sont altérés. Si on met le fils de Malcolm X, à côté du fils d'Elon Musk dans la même classe, en sixième, il y a de grandes chances que, lié à leur culture, ça se passe mal. Donc il va falloir apprendre à vivre ensemble, déplacer les frontières en passant par la pédagogie du projet et en multipliant les temps de parole pour que les uns et les autres apprennent à se connaître. Parce que fatalement, quand les profs vont dire: «Allez, on fait des groupes, vous vous mettez par 3 pour l'exercice de maths», et ben, il y a toujours quelqu'un qui sera jamais choisi. J'ai 2 dernières questions pour vous. Vous avez parlé à plein d'endroits du dispositif, Sentinelle et référent. Qui se colle à commencer à nous expliquer ce Bah, que c'est? là, je vais commencer, puis je pense que Ouais. Max pourra illustrer puisque, ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble et on a, à plusieurs reprises, eu la chance de le vivre dans les établissements dans lesquels il était. Donc déjà, le dispositif Sentinelle et référent, il est vraiment né en 2010, à l'époque où, on parlait pas encore de harcèlement scolaire, en France. On avait constitué un groupe un peu,
comment on appellerait ça un think tank aujourd'hui, qui avait pour rôle de sensibiliser. On était plusieurs acteurs, il y avait d'ailleurs Jean-Pierre Bellon à l'époque avec nous, enfin on était une dizaine, pour dire: «Il y a un problème en milieu scolaire hein, et ce problème, bah, chacun le nommait à sa façon». Nous, on le nommait bouc émissaire, d'autres parlaient déjà de harcèlement et donc quand on a commencé à organiser avec le ministère les premières assises contre le harcèlement à l'école, très, très vite on s'est dit: «Bah, il faut chacun qu'on mette en place des dispositifs, qui répondent à cet enjeu puisque ça y est, là, une porte est en train de s'ouvrir». Et en fait, moi, j'avais travaillé pendant de très nombreuses années, d'abord avec des jeunes sur les phénomènes de bouc émissaire, à la Ligue des droits de l'homme, ensuite avec des adultes à la Ligue française pour la santé mentale, pardon, pour les former à cette problématique-là. Et là, le simple fait de se dire, psychologue communautaire, on va mettre ensemble des jeunes et des adultes, et ben, c'était la base de Sentinelle et référents. Très souvent, ce que les gens me disent, hein, bon après, je vais vous donner un peu plus en détail ce que c'est, mais très souvent, ce que les gens me disent, c'est: «Moi, ce que je retiens et qui fait vraiment un avant, un après, c'est d'avoir vécu pendant 4 jours, adultes et jeunes, la même expérience, les mêmes outils, les mêmes apports théoriques». Dès l'école primaire, hein. Les CM1 sont redoutables, hein. Ils voient plein de choses que les adultes ne voient pas. Donc c'est pas une histoire d'âge uniquement. Bon, pour l'instant, on n'a pas fait la maternelle, mais primaire, secondaire, évidemment jusqu'à l'université, ça fonctionne de la même manière. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude, de dire qu'est-ce que ça peut produire si on se met ensemble, qu'on réfléchit ensemble et qu'on vit ensemble les mêmes choses. Donc très concrètement, Sentinelle et référence, c'est au moins 2 étapes qui sont indispensables aujourd'hui et d'ailleurs, je signale qu'ils sont déployés dans un grand nombre de rectorats aujourd'hui. On a encore, dans certaines régions comme, PACA et Occitanie, là, à ce jour, des places pour des personnes, des établissements qui souhaiteraient s'y engager puisque le financement, il nous est acquis dans certaines régions, qui vient complètement au complément du programme phare. En allant plus loin que le programme phare, on est sur l'amont, on est sur l'aval et on amène d'autres choses que la question du harcèlement avec le phénomène de bouc émissaire. Donc en gros, c'est 4 journées vécues jeunes et adultes, 10 jeunes et 6 adultes, ça c'est la première étape où on vit ensemble, hein, des outils comme le mur des insultes, qui est un des outils fondateurs de ce dispositif, mais plein d'autres outils aussi. Donc ça veut dire qu'on va vivre ensemble des expériences de vie, en fait, qui vont prendre racine évidemment sur ce qu'on vit dans l'établissement scolaire, mais pas simplement, qui vont prendre appui aussi sur notre propre histoire, en créant une confiance et une sécurité dans le groupe qui permet de le vivre, bien entendu. Ça s'exporte après, hein. Une fois qu'on l'a vécu, en une fois, le nombre de fois où on a entendu des jeunes qui disent: «Mais pourquoi on n'a pas des cours de ça à l'école?» Le nombre de fois où on a des jeunes qui regardent un adulte qui disent: «Mais en fait, vous êtes une vraie personne», ça en dit long quand même. Et des adultes qui disent, «Jamais j'aurais imaginé pouvoir partager ça avec des jeunes» et vraiment ma relation, à la s au à mon établissement scolaire a complètement changé. Il y a un avant, un après. Et ensuite, il y a une deuxième partie qui est fondamentale, qui fait qu'on a, pas mal de financements d'ARS, Agence régionale de santé, hein, notamment en prévention du mal-être, du suicide et cetera. C'est que, avant d'aller sur l'animation de cercles restauratifs, ça sera justement dans cette deuxième partie, on a ces 4 jours et ensuite on a 6 jours, 2 fois 3 jours de formation de ce qu'on appelle nous des référents facilitateurs, où on va expérimenter non seulement, comment est-ce qu'on peut soi-même former d'autres centaines d'autres référents, mais où on va vraiment là pour le coup se lancer dans des outils de justice restaurative. On les verra pas avant. Les jeunes vont être des partenaires, les sentinelles vont être associés. Alors on nous reproche souvent le terme, hein, mais l'étymologie de sentinelle, elle est noble, hein. Sentire en latin, c'est, ressentir, être vigilant, c'est vraiment les 5 sens qui sont en éveil, c'est les suricates si vous voulez, c'est ça que ça veut dire. Et référent évidemment, c'est les adultes qui vont pouvoir accompagner derrière. Donc le fait de se dire, OK, c'est pas une carotte, hein, la justice restaurative, hein. C'est simplement qu'il y a besoin de ces conditions au préalable pour pouvoir dans un établissement où parfois je dirais pas qu'on part de loin, mais on a une petite équipe qui est engagée. Il faut une équipe, hein, il suffit pas d'un individu, il suffit pas du chef d'établissement. Une équipe qui est engagée, mais en fait, on sait pas comment faire. Bah, en fait, vous faites déjà des choses, mais vous vous en rendez pas compte. Sauf que si vous avez pas une alliance de manière hétérogène avec d'autres adultes de l'établissement, avec les parents, avec des partenaires de l'établissement et avec les jeunes, vous ne pourrez pas mettre en place une dynamique de justice restaurative qui répond à cette exigence communautaire. Mmh. Voilà, donc OK. je pourrais Mmh. continuer à dire d'autres choses, mais Non, de non, manière mais c'est synthétique, je pense que c'est pas mal. super, trop bien. Max, vous voulez ajouter quelque chose ou pas? Ce que je peux ajouter, c'est que moi, c'est la troisième établissement dans lequel, je le mets en place. On vient tout juste hier, c'est tout chaud, de finir une formation, que du coup, je vois des gens qui sont transformés. Il y avait quand même, par exemple, il y avait une maman qui était là, qui a participé à la formation et je l'ai croisée hier. Elle m'a pas dit bonjour quand même, elle me dit:
comme d'habitude. C'était pas du tout, du tout le même bonjour. Je sens même qu'elle avait envie de me tutoyer et elle a vécu un truc avec les jeunes et les profs, qui n'a rien à voir. D'ailleurs, là, on est sur un projet de rénovation de cours et du coup, elle est venue à la réunion, avec les élèves et les profs et je pense qu'elle a beaucoup moins peur des profs. Donc déjà, ça, c'est essentiel. L'autre chose, c'est que une fois qu'on a fait, ça, moi, là, je pense que c'est efficace, mais moi, je fais pas la pub, d'Éric en particulier. Ce que je dis, c'est qu'une fois que ça a été fait, nous, les profs se forment entre eux. Donc, Éric est venu, faire la première formation dans le collège que je dirige actuellement en 2019, à la rentrée de 2019 et maintenant on est en 2026, mais tous les ans, on a une formation, mais on fait plus appel. Ça veut dire que le programme, il perdure. Moi, ce qui me rend, heureux et fier de ça et de me dire que c'est efficace, c'est que les 2 établissements que, j'ai eus en responsabilité, continuent à faire, des formations alors que je suis plus là. Donc ça montre bien que ça n'est pas lié à ma petite personne. Parce que tout ce qui était lié uniquement à ma petite personne, quand je suis parti, ça a été balayé d'un revers de main. Oui et du coup, on voit que enfin, puisqu'on parle du communautaire, c'est bien le communautaire qui a pris le relais et c'est Bah, pas bien c'est pas C'est sûr une ça. c'est pas une et que histoire de c'est pas une personne. histoire de Et d'ailleurs personne. et d'ailleurs, un des signes pour moi d'un outil communautaire, je dis souvent un outil communautaire, il est plus fort que la personne qui l'anime. C'est un peu comme le savoir-faire, si vous voulez, je sais pas, d'un artisan où finalement c'était tellement de milliers de personnes qui sont passées avant lui par voilà comment il faut faire cet instrument de musique, par exemple. C'est un peu la même chose et du coup, ce qu'on a constaté et on a eu 2 évaluations, probantes qui l'ont attesté, c'est que les personnes qui mettent en œuvre, parfois sur, plus d'une décennie, hein. Il y a un établissement en particulier auquel je pense qu'on a formé il y a 15 ans, donc en 2010. Le programme est toujours actif aujourd'hui. Moi, j'en connais pas beaucoup de dispositifs, hein, sur lesquels on a ce type de Ouais, phénomène sans ouais, tout à fait. forcément qu'il y ait une injonction du ministère derrière, mais parce que ça répond à un besoin et donc ça veut dire quoi? Je termine avec ça. Les évaluations ont montré que le niveau d'impact, le niveau de satisfaction et de mise en œuvre du dispositif est plus fort lorsque c'est animé par ceux qu'on a formés que par ce que nous avons produit nous-mêmes. Ouais, OK, OK. Mais oui. Ça c'est ça le communautaire, c'est-à-dire que nous, Mmh. on est extérieurs à l'établissement quand on fait la formation. La façon dont les gens vont s'en emparer, il y a autant de dispositifs sentinelles et référents aujourd'hui qu'il y a d'établissements, pour les centaines et centaines où c'est actif encore aujourd'hui. Mmh. Heu, J'aimerais pour, la dernière question, c'est une question, un peu, comme ça d'ouverture et idéaliste, mais j'ai bien envie de finir là-dessus. Si on se projette, heu, ça donnerait quoi une société entière dans laquelle on prendrait soin du communautaire? Allez, vous avez 2 minutes, messieurs. Alors, moi, je vais vous dire, je pense qu'il y a plein de prisons qui ferment. Oh là là, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pense que c'est un enjeu où toutes les singularités sont reconnues et acceptées. Il y a un ouvrage qui sort là, qui sort cette semaine, qui s'appelle «Pour quelques centimètres de moins», auquel j'ai eu la chance de contribuer sur, la violence que vivent les personnes de petite taille dans notre société. Des Ah personnes OK. des personnes qui sont traitées, de manière très péjorative de nains et c'est extrêmement blessant pour eux, qui sont utilisés à des fins extrêmement perverses. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je raconte ça? Bah, parce qu'en fait, c'est une des causes qui passe complètement inaperçue, où une singularité humaine est oubliée et où tout d'un coup, il faut qu'il y ait des politiques, il faut qu'il y ait, des médias qui s'en emparent pour dire: «Ces personnes existent, elles vivent l'horreur de notre société». Les personnes de petite taille, par exemple, sont prises en photo au moins une fois par jour sans leur accord dans l'espace public. Rien qu'avec ça, vous résumez, Ah personne, waouh. aucun type de handicap, on pourrait faire ça, aucun. Pour les personnes de Ouais, petite tout à taille, on fait. peut. Ça veut dire quoi? Pourquoi je donne cet exemple? C'est ça, une société Mmh. communautaire, OK. il y aurait plus ça. Toutes les singularités, auraient pleinement leur place, seraient reconnues et toutes les violences qui leur sont faites et le déni qui est fait, à leur endroit, seraient identifiées spontanément par le quidam dans la rue en disant: «Mais tu as pas le droit de faire ça. C'est ignoble ce que tu es en train de faire». Ce que ça veut dire, c'est que la société qui est basée sur la domination avec, des gens qui seraient supérieurs à d'autres, ça fonctionnerait pas. Et voilà, on revient toujours quand on remonte d'un cran, on arrive toujours, hein, à cette question de la domination. Oui, Un immense merci messieurs. Merci à vous. merci. On pourrait, y rester encore des heures, mais en tout cas, j'espère qu'on mettra toutes les références qui ont été citées, tout au long de l'entretien, dans les notes de l'émission et j'espère que
Ça donnera des envies d'aller vivre cette expérience avec vous. Avec Merci plaisir. beaucoup. Merci à vous. Merci.